En avril 1914, Klee part pendant une douzaine de jours avec son ami peintre Auguste Macke et un ami d'enfance, Louis Moyet, pour découvrir la Tunisie. Macke, proche de Kandinsky et Franz Marc, est considéré comme un des principaux artistes du Blaue Reiter. À partir de 1911, Kandinsky et Marc y affirment l'autonomie de l'œuvre d'art par rapport au réel. Ce qu'il faut, c'est se rapprocher de ce que Kandinsky définit dans Du spirituel dans l'art, en 1912, comme la nécessité intérieure. Pendant son voyage, et même quelques années après, Klee réalise plusieurs aquarelles comme celle-ci. On retrouve des éléments d'un paysage simplifié, avec des formes colorées géométriques, une succession de carrés, de rectangles et de triangles pour les montagnes, proches des modulations coloristiques de Paul Cézanne. Il considère alors les contrastes simultanés comme le véritable objet de la peinture. Klee, ici, ne représente pas fidèlement ce qu'il voit, mais suggère simplement l'esprit à travers les formes et surtout les teintes à la fois vives et translucides de l'aquarelle. C'est la couleur qui structure son paysage. Les triangles pointant vers le haut du cadre sont à la fois des figures abstraites, dynamiques, mais aussi les toits des maisons. Les seuls éléments de la composition qui diffèrent des simples touches d'aquarelle juxtaposées sont ces trois motifs végétaux comme des signes disposés sur la ligne qui précède l'arrière-plan des montagnes. À travers sa série d'aquarelles faites en Tunisie, Klee joue de la frontière entre paysage simplifié et abstraction pure. Il se détache du figuratif et reprend les principes initiés par Cézanne. Si l'on compare les aquarelles de ses deux compères Macke et Moyet, on se rend compte que Klee tend à une plus grande abstraction. Klee n'a pas idéalisé cette région du monde, déjà fantasmée par certains peintres orientalistes avant lui. Il a su utiliser ses connaissances en dessin, combinées aux leçons de Robert Delaunay, afin d'offrir un écho de ce qu'il a vu et ressenti, sans représenter le réel, mais au contraire en le suggérant, à travers des découpes d'espace, en se rapprochant ainsi d'un art décoratif et esquissé. La légende dira même que si le corps de Klee est bien rentré en Suisse, son esprit, tellement bouleversé par cette découverte, est resté erré dans les plaines arides du Maghreb, les architectures et les tapis et autres tissus colorés, des souks agités, des marchés éphémères. Cette seconde aquarelle, réalisée en 1918, permet de montrer l'apparition d'une forme géométrique redondante, la croix. Marquée lors de son passage en Afrique du Nord par le langage des signes, contrastant avec la représentation occidentale du monde, Klee commence à développer une certaine redondance de certains signes motifs, comme celui-ci. On a l'impression d'être devant une sorte d'architecture, peut-être en construction, une sorte d'échafaudage où les vides sont remplis de touches colorées. Ces grandes lignes verticales donnent une impression de grandeur, mais peut-être aussi d'instabilité. Alors qu'on pourrait croire au premier regard à une œuvre abstraite, Klee nous a laissé quelques détails qui ne laisseront pas indifférents les plus curieux. En haut à droite, on distingue un cercle, peut-être le soleil ou la lune, puis en haut de la structure, on remarque une espèce d'oiseau rouge-orangé, peut-être un coq qui s'apprête à réveiller un village endormi. Un peu plus à gauche, on peut lire le prénom Martha, ainsi qu'un visage aux yeux fermés, puis un peu plus bas, un petit cœur isolé. Cette œuvre montre bien l'importance que Klee accorde au choix des couleurs, ici douces au ton pastel, et l'attention qu'il porte au dessin. La ligne, et surtout des croisements de lignes, forment des croix, des étoiles et même des sabliers. C'est souvent avec quelques détails subtils que Klee pousse notre regard à la contemplation, en cherchant toujours plus longtemps dans la composition ce qui pourrait nous surprendre, faisant évoluer ainsi notre rapport à son univers rempli de mystères. En janvier 1921, Paul Klee prenait ses fonctions de professeur au Bauhaus. Il s'attacha petit à petit à théoriser ses principes artistiques et ses nombreux centres d'intérêt, comme les rapports entre la musique et la peinture. Klee a en effet hésité à embrasser une carrière de violoncelliste professionnel et continuera toute sa vie d'y jouer chez lui avec sa femme pianiste pour le plaisir de ses amis et sa famille. Dans Fugue en rouge, Klee réalise une œuvre non seulement en tant que peintre, mais aussi en tant que compositeur. Cette œuvre pourrait être une tentative de représenter les mouvements des formes dans leur évolution temporelle et spatiale. Ingres aurait organisé le repos,
J'aimerais pour ma part organiser le mouvement. Un groupe géométrique semble tendre vers le côté droit de l'image. Chaque motif est répété plusieurs fois et se superpose de la gauche vers la droite, tel un millefeuille, et deviennent par ailleurs plus grosses et plus étalées. On passe ainsi d'un ton clair, jaune, pâle ou orangé, à un ton plus foncé. De ce fait, plusieurs motifs simples, clairement définis, semblent laisser derrière eux une trace qui s'enfouit peu à peu dans ce fond très sombre. À travers cette œuvre, il approfondit ses recherches sur la transposition des principes de l'écriture musicale en peinture. À la même époque, des expériences d'éclairage de certains photographes au Bauhaus tentaient d'obtenir des effets artistiques similaires. Mais grâce à l'aquarelle, Klee, qui maîtrise cette technique aqueuse, joue avec la transparence de la couleur et développe une formule artistique toute simple qui résout l'opposition entre la forme géométrique statique et le mouvement, à travers laquelle le médium fugace de la musique devient représentable. Dans un espace sans perspective, au moyen de dégradés chromatiques continus, Les couches de peinture s'étagent comme s'enchaînent les thèmes en musique. Klee analyse leurs principes structurels et tente d'en trouver une équivalence dans une œuvre d'art visuelle, représentant ainsi le mouvement comme d'autres le joueraient. En musique, une fugue est une forme compositionnelle caractérisée par la répétition et la polyphonie. Sur le plan étymologique, le mot fugue peut être attaché aussi bien à fugere, fuir, qu'à fugare, mettre quelqu'un en fuite. Les deux notions latines suggèrent une accélération où le pas devient plus rapide. Fugue en rouge représente un jalon essentiel dans le développement de la peinture polyphonique de Klee. C'est la première œuvre dans laquelle il transpose de façon programmatique l'ordre très strict de la fugue musicale dans la peinture. Dans son œuvre, Klee aime explorer la distinction entre statique et dynamique. Il se réfère ainsi à un concept fondamental en physique, l'équilibre des forces. Klee tente ainsi de créer une situation où les forces agissant sur un système d'objets se compensent parfaitement, résultant en une absence de mouvement ou en un mouvement constant. Il considère alors que les formes au repos sont régies par la force de la gravité terrestre. Le mouvement, quant à lui, est lié à une certaine dynamique. Dans cette œuvre, les deux conceptions sont figurées. Dans la partie basse, nous avons des formes rectangulaires denses et d'autres allongées et verticales. On sent peser sur elles le poids de la gravité. Tandis que les formes aux allures d'étoiles ou de flocons dans la partie haute évoquent des mouvements rotatifs et des élévations aériennes. L'artiste s'est joué de cette opposition entre les formes statiques et dynamiques pour créer un ensemble cohérent à l'apparence d'un jeu d'enfant. Mais pour Klee, dont l'œuvre témoigne d'un sujet scientifique bien sérieux, le mouvement et donc la dynamique seraient la norme dans l'univers, la condition habituelle des choses. Le fond noir renforce cette impression de forme flottante en apesanteur dans l'espace, un peu comme dans l'œuvre précédente. Parmi elles, on distingue une figure singulière au centre qui ressemble à une fusée. Cependant, ce n'est que 3 ans plus tard, en 1926, que la première fusée est lancée par l'Américain Robert Goddard. Il faudra toutefois attendre 1957, soit 18 ans après la mort de Paul Klee, pour qu'une fusée arrive véritablement à aller dans l'espace. Au final, c'est un répertoire de motifs que nous propose ici le professeur du Bauhaus, et dont certains évoquent par leur forme et leur couleur les feuilles et les fleurs qu'on retrouve dans les herbiers. On sait que Klee s'inspire beaucoup des végétaux et de la nature de manière générale car elle recèle selon lui des formes, structures linéaires et géométriques. Enfin, ce jeu assyrien témoigne de l'intérêt que porte l'artiste allemand à la culture orientale, et pour être en fin de compte un ancien jeu de plateau dans lequel des pièces archaïques, telles des signes inscrits dans notre mémoire la plus lointaine, sont orchestrées à travers un mouvement perpétuel. Peint à l'âge de 48 ans, ce château multicolore est représenté de façon schématique, avec une imagination digne d'un enfant. Ce tableau est connu comme l'un des points culminants illustrant la liberté dans l'utilisation de la couleur. Avec une majorité de tons chauds qui rappellent son premier voyage en Tunisie, comme le rouge, le orange, le jaune ou l'ocre, une véritable explosion de couleurs, mais toujours très ordonnée, avec quelques touches subtilement agencées de bleu et de vert, le tout harmonisé à la manière d'un chef d'orchestre. Juxtaposés, ces carreaux de différentes tailles se dynamisent en rythme musical,
s'apparentant à ceux des vitraux des églises, ou peuvent même évoquer sous un autre angle des parcelles de champs vues du ciel. C'est la simplicité des lignes verticales et horizontales qui nourrit son travail abstrait. Les rectangles et les triangles suffisent pour représenter cette scène. Il construit sa composition comme un puzzle, pièce par pièce, et ouvre notre imaginaire en structurant une fabuleuse bâtisse. Dans son journal, Klee a écrit : le tableau est une construction menant à l'équilibre. Cette union des formes géométriques donne vie à un château au-dessus duquel s'élève un énorme soleil orangé. Le fond rouge intense renforce ce côté festif, monumental et aussi fantastique, voire sacré. Je monte un escalier dans ma tête. Je suis le cours de mes pensées. Les notes coulent avec l'allant d'une rivière. Je ne sais pas où je vais. Je laisse mon esprit se fondre dans l'esprit de l'œuvre. Son obscure dynamique m'entraîne dans un voyage mental où j'ai autant le sentiment de plonger que de voler. Pourtant, cette perte de repère produit en moi le contraire de l'affolement. Une confiance renaît comme un fondement oublié. Stéphane Lambert. Depuis son voyage d'études en 1914 en Afrique du Nord, à l'âge de 35 ans, Klee est devenu un artiste établi, reconnu et aimé comme professeur théorique et pratique au Bauhaus. À l'approche de ses 50 ans, en quête de nouvelles inspirations, Klee est attiré par un deuxième grand voyage. Pendant les vacances d'hiver, à cheval entre les années 1928 et 1929, il part découvrir l'Égypte, visitant Alexandrie, Le Caire, Luxor, pour étudier l'architecture, les monuments, le paysage, les couleurs et la lumière éblouissante du pays. Pendant une vingtaine de jours, il ne travaille guère artistiquement, à part quelques petits croquis. Ce n'est qu'après son retour que ses impressions trouvent un écho dans ses œuvres. De bas en haut de la composition, des lignes à majorité verticale s'entrecoupent. Comme il l'a vécu quelques semaines auparavant, Klee nous amène avec lui devant des terres vastes et inconnues. Les tons chauds et ocre évoquent naturellement les sols secs imprégnés par la chaleur du soleil. Ou peut-être est-ce le rythme d'une île que l'artiste tente de retranscrire en strates horizontales. Dans cette série d'œuvres, on peut se retrouver égaré comme en plein désert ou se laisser avoir par quelques mirages, espérant trouver un temple où se réfugier. La peinture à l'huile Nécropole est basée sur sa visite des 3 pyramides de Gizeh. L'artiste a condensé les formes triangulaires de manière à ce qu'elles se chevauchent. En enlevant le côté tridimensionnel et en se jouant des lois de la géométrie, Klee les a traduites en un motif abstrait. Il ne faut toutefois pas oublier d'observer l'entièreté de la composition. La bande verte en bas et une bande bleu clair sur le bord supérieur de l'image semblent suggérer la terre et le ciel. Une seule forme semi-circulaire dans le coin supérieur droit de l'image brise le principe strictement linéaire et rappelle le motif de la lune. Ad Parnassum, réalisé en 1932, est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de Paul Klee et le plus bel exemple de son style pointilliste. Vers 1930, Klee utilise souvent cette technique picturale qui rappelle le divisionnisme inventé à la fin du XIXe siècle par le peintre français Georges Seurat. Connue aussi sous le nom de pointillisme, cette technique néo-impressionniste, qui demande énormément de patience et de précision, consiste à juxtaposer des petites touches de peinture semblables à des points. L'œuvre a été créée après avoir quitté le Bauhaus lorsqu'il était à Düsseldorf. Mesurant 1 mètre sur 1 mètre 26, c'est l'une de ses plus grandes toiles et aussi l'une de ses plus finement travaillées. Klee a combiné différentes techniques et principes de composition. Aux tonalités bleu clair, vert émeraude et jaune orangé, cette création est encore à la frontière entre l'abstraction et la figuration. Au départ, un fond de carrés de différentes dimensions tapisse la toile. Puis, il réalise une première couche de taches blanches avant d'en passer une seconde en couleur sur ces mêmes petites taches. À la manière d'une mosaïque, telle une accumulation de petits rectangles chatoyants, cette peinture vibrante est une forme de polyphonie, un nouveau clin d'œil à la musique. La variété et la succession des teintes créent un rythme sur la toile et le tracé noir pourrait être la marque d'un crescendo et d'un décrescendo. Mais n'allons pas trop vite en besogne, vous l'avez tous vu, ce rond orangé en haut à droite nous aide tout de suite à nous projeter dans un paysage spatial et architectural ensoleillé. Toutefois, cette œuvre reste mystérieuse.
Cette forme arquée en bas représente-t-elle une porte fermée ou une ouverture? S'agit-il d'une montagne ou d'une immense maison? Peut-être est-ce la synthèse de tout cela, résultat d'un mélange de souvenirs. 3 ans avant la création de cette œuvre, Klee est parti en Égypte, nous l'avons vu. Là-bas, les tombes des pharaons lui font forte impression. Ici, il a construit une structure dense et solide de plusieurs couches, qui n'est pas sans rappeler une ossature pyramidale. Le sommet de ce triangle s'achève d'ailleurs à un point culminant, au-dessus du ciel, à la frontière avec la bordure haute du tableau. Et si cette multitude de touches estampillées ne serait pas finalement un ensemble de blocs de pierre produites en série comme celles qui forment les pyramides égyptiennes? Pour autant, le titre n'est pas en lien direct avec le pays d'Osiris. Il fait une référence à la musique et surtout au mont Parnasse. Situé près de Delphes en Grèce, cette place abrite les 9 muses et Apollon, dieu des arts, de la beauté et du soleil, un lieu mythologique d'inspiration poétique. En latin, ad signifie vers et parna signifie maison. Le peintre tente-t-il de figurer cette demeure antique située au sommet d'une montagne sacrée, ou nous indiquerait-il le chemin vers les cimes de la créativité? Je pense qu'à travers cette œuvre et son titre, Klee a voulu montrer que la quête d'un artiste n'est jamais terminée. Il est encore et toujours en route vers une utopique perfection, à la recherche constante d'un équilibre poétique entre simplicité des motifs et savoir-faire méticuleux. Cette huile sur toile a probablement été peinte vers la fin de l'été 1933. En septembre, dans une lettre à sa femme Lily, Klee écrit: Pour le moment, je travaille uniquement en couleur et je fais peu de contrastes clair-obscur, de préférence aucun. Mais cela ne réussit pas. De cette façon, je joue autour d'un ton dominant qui est tantôt gris, tantôt rouge, tantôt bleu. C'est généralement pour le mieux, mais c'est très épuisant et le temps passe encore plus vite que d'habitude. Cette année-là, Klee subit une suspension de son enseignement à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf à cause du régime politique qui le considère comme un artiste raté. Le titre pourrait faire une allusion au national-socialisme. En mars, le Reichstag, parlement allemand, vote la loi donnant les pleins pouvoirs à Hitler. En mai, le ministre de propagande Joseph Goebbels préside une nuit d'autodafé pendant laquelle, dans plusieurs villes allemandes, des milliers de livres d'auteurs juifs sont brûlés en public. Feu à la pleine lune est une des compositions systématiques de l'artiste, presque conceptuelle. Sur la base de la théorie picturale des formes qu'il développe depuis 1920, Klee juxtapose des champs de valeurs et de couleurs de différentes tailles. 2 zones de couleurs, un disque jaune et une croix rouge irrégulière, forment les 2 pôles de la composition. Aux allures de paysage, la structure graphique crée un effet de perspective et de relief étrange à certains endroits. Loin d'être évidente, on pourrait même distinguer l'intérieur d'une vieille demeure aux recoins confinés et sa cheminée au feu rougeoyant. La lune se situe en arrière-plan derrière la fenêtre. À travers ce tableau, Klee semble dévoiler son état d'incertitude, de trouble, voire de perte de repère. Ce qui est sûr que cette croix rouge vif est loin d'être rassurante, et cet astre jaune impassible en pleine nuit fait office d'éclairage nocturne, comme si ce tableau, d'apparence calme, reflète l'atmosphère inquiétante de l'époque. Cette lumière qui domine la nuit empêcherait-elle le peintre de fermer les yeux, de se reposer, voire de résider en paix? Loin d'être aussi joyeux que les 2 tableaux précédents, cette œuvre relate certainement un événement historique tragique et témoigne d'un basculement dans la vie de l'artiste qui retrouvera difficilement son état de sérénité initial à travers la création. Le Grand Échiquier est la dernière œuvre que j'ai choisi d'évoquer pour clore ce second chapitre sur la recherche d'équilibre entre forme, ligne et couleur que Klee exerça pendant plus de 25 ans. C'est l'influence minimaliste du Bauhaus qui incite le professeur Klee à développer ses premiers tableaux abstraits faits de carrés. En 1930, il avait déjà composé une séquence rythmique à 3 temps dans cette peinture d'échiquier s'apparentant à une partition visuelle. Dans ce tableau plus grand, l'artiste semble reprendre cette étude en étant plus net et rectiligne et en ajoutant plus de cases avec des couleurs vives et des motifs faits de cercles et de demi-cercles. Nous nous retrouvons donc devant une partie d'échecs vue d'en haut. Comme souvent dans ce type de composition, les joueurs ne sont pas représentés avec Klee. Pourtant, dans l'histoire de la peinture, on aime représenter des scènes de jeu,
souvent de cartes, où l'on insiste sur l'expression et la malice des personnages. On imagine ici tout de même qu'une partie s'est bien déroulée, et qu'elle s'est même terminée si l'on en juge le peu de pièces sur l'échiquier et surtout cette unique pièce bleue couchée à l'horizontale. Malgré la succession singulière des carreaux qui donne une légère illusion de mouvement, la composition a un côté impassible, une impression de calme après la tempête. Klee nous a laissé quelques indices et intègre cette composition dans une temporalité. Les cases colorées semblent refléter le mouvement précédent des joueurs. Le jeu d'échecs a pour principe un certain nombre d'itinéraires parcourus sur des cases rythmiquement réparties et alternativement ordonnées. Jouer ce jeu est donc se mouvoir dans l'espace et dans le temps en se servant d'une structure statique. Les experts en musique penseront à une valse au départ, blanc, gris, noir, et éventuellement à un groove par la suite à travers ce rythme de couleurs. Mais la cadence devient irrégulière et la grande pièce verticale vient interrompre cette mélodie. Le camp des rouges semble avoir gagné. Serait-ce une nouvelle fois un tableau en écho avec le contexte historique de l'époque? Le rouge est à ce moment-là la couleur qu'on retrouve sur les drapeaux des nationaux-socialistes. C'est aussi cette année-là, en 1937, que l'art de Klee est qualifié de dégénéré et qu'une centaine de ses tableaux sont confisqués. Merci d'avoir suivi cette 3e vidéo consacrée à Paul Klee. Nous avons parcouru, en insistant sur une dizaine d'œuvres, une partie de sa recherche et de son évolution. De son appropriation de la couleur avec l'aquarelle, depuis son émerveillement face à la culture et à la lumière du Maghreb, jusqu'à sa maîtrise des techniques de peinture à la tempera ou à l'huile, l'artiste allemand a su jouer sur les nuances et les variations, en se passant tantôt de la ligne ou en s'en servant, en intégrant des formes et leurs contours, afin d'intensifier les couleurs d'une composition, tout en cherchant à maintenir un certain équilibre. Enfin, je tiens à signaler que cette sélection et ses commentaires sur les œuvres sont tout à fait subjectifs. Ce n'est qu'un point de vue, bien que ma passion envers cet artiste a été complétée au fur et à mesure par de nombreuses lectures, de livres, de catalogues et également par des recherches sur internet. Si vous avez manqué les 2 épisodes précédents, je vous invite à les visionner. Nous nous retrouvons bientôt pour un dernier épisode qui portera sur les signes, les symboles et le langage graphique singulier que Klee intègre à ses productions entre écriture et peinture. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis, vos conseils dans l'espace commentaires.